Bonjour Armelle Saint-Raymond, je suis ravie de vous avoir au micro de Kokoroé dans notre émission Hacking HR. Alors vous avez un parcours assez riche puisque vous avez à peu près 28 ans d'expérience dans les RH au sein d'entreprises multinationales très diverses. Vous avez travaillé dans des entreprises américaines, françaises, suisses, essentiellement dans des entreprises familiales, je dirais, et aussi dans des secteurs très variés. Aujourd'hui, vous travaillez au sein de Tag Heuer, mais vous avez connu des secteurs comme l'industrie, le retail, les cosmétiques et aujourd'hui, du coup, le luxe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Déjà, moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au RH, un petit peu et est-ce que vous avez un parcours qui vous a incité à aller vers cette voie? Moi, j'ai commencé classiquement par une école de commerce. Ok. Et puis, je me suis assez vite rendu compte que la seule chose qui m'intéressait, c'était finalement les gens qui constituaient l'entreprise. Donc, je me suis tout de suite spécialisée. Et en fait, je n'ai fait que des ressources humaines toute ma vie. Donc, c'est vraiment une vocation précoce. Voilà. L'humain. Et c'est l'humain. Et 30 ans plus tard, je persiste et signe. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans les ressources humaines? C'est le rapport à l'humain, le fait aussi de pouvoir, pourquoi pas, créer des changements, essayer de voir évoluer les gens? Mais en fait, pour moi, ce qui est fascinant dans cette matière, qui est la matière humaine, sociale, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'évolution des sociétés, Mmh. de la société. On est au cœur des grandes évolutions sociétales parce que les gens qui sont dans les entreprises, c'est aussi Mmh. des citoyens, c'est aussi des gens qui sont militants, c'est aussi des gens qui ont des croyances. Et notre métier doit être en permanence, on doit être connecté à tous ces grands changements sociétaux. Mmh. Sinon, on passe à côté en fait de quelque chose qui est essentiel. Et donc, accompagner toutes ces mutations, alors à la fois les mutations du business, mais aussi les mutations citoyennes, pour moi, c'est vraiment au cœur de nos métiers. Là, où je vous rejoins complètement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité pour toutes les entreprises de transformer, d'être en mouvement. Comment on fait pour, quand on est à la tête d'une entreprise de 1600 collaborateurs, pour insuffler un changement? Je sais que la thématique de la diversité et inclusion vous est chère. Comment on fait pour faire que l'entreprise soit en mouvement? Mais je pense que déjà, la première chose, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que les gens attendent, de leurs besoins. Si on n'est pas extrêmement connecté à toutes ces attentes-là, et notamment à l'attente des générations plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui aujourd'hui n'ont pas du tout les mêmes attentes que celles que nous avions, nous, il y a 30 ans, quand on est arrivé sur le marché du travail. On est vraiment on a un shift générationnel. Si on n'est pas profondément connecté à l'attente des salariés, en fait, il n'y a aucune chance pour qu'on leur donne envie de transformer l'entreprise, de remettre en question leur mode de fonctionnement, et d'être acteur dans la transformation. Donc pour moi, la première chose, c'est l'écoute. L'écoute, la compréhension, comprendre profondément quels sont leurs enjeux, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs motivations. C'est la seule façon de les embarquer après dans toute forme de changement. Mmh. Si Ouais. on n'est pas là, en fait, on fait pas bien notre métier. Comment vous faites pour arriver à être dans cette dynamique d'écoute à l'échelle d'une entreprise de 1600 collaborateurs? Est-ce que vous avez des relais? Vous appuyez sur les managers? Enfin, comment est-ce que vous faites? Alors, je crois pas beaucoup aux échelons intermédiaires parce que je pense que le manager, il a lui-même des tas de filtres. Donc, je crois plutôt au fait Ouais. qu'il faut prendre le pouls directement Mmh. sur le terrain auprès des gens. Alors, il y a plein de choses. Bon, comme tous les DRH, on fait des engagement surveys, qui est quand même une bonne façon de prendre le pouls et la température. Mais il y a aussi toutes les conversations informelles. Et puis, il y a aussi, moi, je sais que je parle énormément avec mes enfants qui ont 25 et 29 ans, qui sont des chefs de file de la nouvelle génération, Mmh. et avec leurs amis. Et ça m'enrichit énormément. Je veux dire, j'ai accès à des choses qui sont de l'ordre de l'intime et de la compréhension fine et intime finalement du changement de paradigme de cette génération-là. Mmh. Et ça m'aide beaucoup
Donc, les conversations au-delà des engagement surveys, des baromètres, etc., qui sont très utiles, et de toutes les études qu'on peut lire pour comprendre à quel point les motivations et qu'est-ce qui engage les gens à changer aujourd'hui. Ce qui est très utile aussi, c'est toutes ces conversations informelles qu'on peut avoir avec des gens en dehors de l'entreprise. Et c'est aussi peut-être l'expérience que vous avez, puisque j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez un parcours, on le disait, très très riche. Vous avez travaillé au sein de Yves Rocher, Petit Bateau, puis l'Occitane, et enfin aujourd'hui vous êtes au sein de TAG Heuer. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir effectivement cette richesse? Est-ce qu'il y a une industrie qui est plus, je dirais, ouverte au changement? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours? Alors, mon parcours, il est assez marqué. Le fil rouge, c'est que j'ai toujours travaillé pour des entreprises familiales, dont le capital était détenu par des familles. Alors, je crois pas tellement aux coïncidences. Ça n'est pas que le fruit du hasard. Je pense que quelque part dans mes choix, il y a aussi fondamentalement le fait de travailler au sein d'entreprises qui travaillent pour l'avenir, qui travaillent pour le long terme. Les entreprises familiales, elles sont caractérisées par le fait qu'elles travaillent de façon durable. Ce qui va les intéresser, c'est que l'entreprise, elle soit toujours là dans 3 générations. Donc, et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'on travaille sur l'humain. Notre temps, c'est un temps long. On transforme pas une culture d'entreprise comme ça en 3 mois. Donc, il est important de s'inscrire dans des entreprises qui ont une vision plutôt durable et plutôt long terme. Donc, je pense que ça ne doit rien au fruit du hasard. Je pense que c'est là où on fait le mieux notre métier. C'est au sein de ces entreprises-là. Après, moi, j'ai vécu dans des environnements très différents, l'industrie, le retail, en termes de secteur d'activité, le 3M qui était une entreprise très sur l'innovation et le B2B, le textile avec Petit Bateau, la cosmétique avec l'Occitane, maintenant l'industrie horlogère. Finalement, là aussi, ce dont je me rends compte, c'est que les motivations intrinsèques qui engagent les gens, ce qui fait qu'ils ont envie de se lever le matin, c'est la même chose, quel que soit le secteur. À la fin, ça ne change pas beaucoup. Donc, toutes les expériences se cumulent. Et là où on a des transformations les plus profondes et les plus rapides, c'est finalement dans les secteurs où on a des conditions de survie. Moi, là où j'ai vu les transformations les plus fortes, c'était paradoxalement dans les industries qui n'avaient pas le choix. C'était des conditions de survie. Je pense notamment au textile enfant, chez Petit Bateau. Ouais. On a mené des transformations extrêmement profondes et très rapides parce que c'était ça où on mourait. D'accord. Donc, c'est là où finalement les transformations sont les plus radicales, je pense. Et vous avez senti que, compte tenu de cela, les collaborateurs étaient plus enclins aussi à accueillir ce changement et que cette dynamique se faisait plus facilement? Oui, alors c'est la fameuse métaphore des pingouins sur la banquise. Quand on se rend compte que la banquise, elle va fondre et que on n'aura bientôt plus rien sous ses palmes, on est beaucoup plus enclin à aller chercher un autre iceberg. J'adore cette métaphore. Voilà. Donc, elle est très parlante. Du coup, la petite colonie de pingouins de Petit Bateau, on s'est mis en route pour aller chercher un autre iceberg parce que il fallait qu'on transforme profondément notre modèle industriel, qui est un modèle à la française. On a des usines en France et où toute l'industrie textile est passée en sous-traitance pour avoir plus de flexibilité et des coûts plus bas. L'entreprise avait choisi de garder des usines, dont une usine en France à Troyes, qui est un non-sens économique, mais qui était vraiment un acte politique. Mais pour ça, il fallait être capable de se transformer profondément pour arriver à continuer avec cette spécificité qui faisait l'ADN de Petit Bateau, qui était on produit en France des produits de qualité. Et donc, effectivement, le fait qu'on soit dans des conditions de survie, ça engage beaucoup plus facilement les salariés. Les salariés se mobilisent dès lors qu'il faut sauver la boîte. Complètement. Et du coup, qu'est-ce que vous avez opéré comme changement, comme transformation concrètement dans cette situation de survie? Comment vous avez effectivement procédé pour opérer ce changement?
Alors, les conditions du changement, enfin, il y a plusieurs, pour moi, façons de faire. Alors, chez Petit Bateau, le changement, il était de passer d'un modèle industriel, pour le dire simple, où on fabrique ce qu'on vend, à un modèle industriel où on vend ce qu'on fabrique. Donc, D'accord. on a inversé le modèle, qui était Ok. en s'inspirant des modèles de fast fashion à la Zara, etc. Donc un changement radical. Radical. Donc, il y a tout qui a changé. Les organisations, les compétences, la culture, l'état d'esprit. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. On a revu toutes les organisations en profondeur, on a revu toutes les compétences et on a travaillé aussi sur le mindset, la façon de travailler. Et fondamentalement, notre rôle à nous, ça a été d'abord un rôle de communicant. On a fait énormément de pédagogie sur pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est pour moi une obsession. C'est être hyper clair sur pourquoi on fait les choses, donner du sens à ce qu'on fait. Donc ça a été un gros travail de com interne. Il y a eu ensuite un deuxième volet qui est autour de on prépare les compétences de demain. Parce que tous les gens qui travaillaient sur les anciens systèmes, les anciens process, etc., ils avaient des compétences périmées. Donc, comment est-ce qu'on les forme et on leur donne les compétences pour pouvoir être opérationnel pour demain. Et puis, le troisième volet, qui était le volet finalement le plus compliqué, qui était le changement de culture. Et alors, je vous fais pas un dessin, mais des gens qui sont depuis 30 ans dans la même usine à Troyes, qui ont toujours travaillé comme ça et qui ont les mêmes méthodes de travail depuis des lustres, leur faire changer de façon de travailler et de façon de fonctionner, ça a été le changement le plus compliqué. Et là, on a fait... alors, il y a eu... de la formation, de la sensibilisation, mais aussi on a fait énormément de workshops en petits comités où on a déconstruit en fait la façon dont ils travaillaient et on leur a fait toucher du doigt en quoi tous ces changements, ça allait, c'était certes un deuil, ils allaient laisser des trucs derrière eux, mais il y avait aussi des bénéfices. Et on leur a fait travailler en profondeur. En fait, c'est quoi ces bénéfices et en quoi ces changements-là vont m'apporter quelque chose à moi demain. Mais tant que vous parlez pas des gens, de leur travail au quotidien, en fait, ils s'en foutent, quoi. Ouais, mais très intéressant. Et ces workshops, c'était avec l'ensemble des collaborateurs ou uniquement avec les managers? C'était avec les collaborateurs. Alors, les managers étaient présents aussi, mais on a réuni les gens autour d'une table et on leur a fait toucher du doigt concrètement, Jocelyne, ton travail au quotidien, il y a ça et ça qui vont changer. Et qu'est-ce que ça va avoir un impact sur moi? Et tant qu'on parle pas d'eux, en fait, les gens ne s'inscrivent pas dans le changement. Ça reste un truc théorique, éthéré, de la direction. Voilà. Il faut leur parler d'eux, en fait. Et c'est ça le secret, finalement, pour embarquer les gens. Très intéressant. Et il y avait combien de personnes à l'époque? Alors ça, c'était toute l'usine, donc il y avait plus de 1000 personnes. Hein. Et vous avez réussi à organiser des workshops avec ces 1000 personnes? Oui, alors ça s'est fait sur 3 ans. Hein, d'accord, donc ça a été un temps long, hein, ouais. parce que le changement culturel, c'est un temps très long. Ouais. Mais ouais, effectivement, alors on a travaillé d'abord avec le cœur du réacteur, avec les gens qui étaient les plus impactés. On faisait des cercles concentriques, puis après les gens qui étaient impactés niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mais donc on s'est d'abord concentré sur les gens qui étaient les plus impactés. Mais ce travail-là, il est vraiment indispensable en fait. Encore et toujours l'humain. Hein. On est au cœur, on est au cœur du sujet. Et comme vous dites, c'est marrant parce que les questions de changement, de transformation nous sont souvent posées. Effectivement, voilà, on parle d'entreprises apprenantes, on parle de effectivement cette nécessité de faire que les collaborateurs apprennent par eux-mêmes. Vu les évolutions effectivement des métiers, il y a une nécessité pour chaque collaborateur d'être dans une dynamique apprenante. Et on entend souvent effectivement cette nécessité d'opérer un changement de culture. Et c'est vrai que à l'échelle d'entreprise de 1000 collaborateurs, 10 000 ou plus, il y a vraiment cette complexité de comment opérer ce changement. Ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant. C'est communiquer finalement, s'adresser à l'individu, lui expliquer le pourquoi, lui donner du sens. Et à partir du moment où on prend ce temps-là, on explique les raisons, il y a un changement qui est possible. Et puis c'est aussi pour moi une marque de respect, de considération. Et si vous prenez pas ce temps-là, en fait, les gens ont l'impression qu'ils sont
considéré comme quantité négligeable. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Et l'autre chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la stratégie des alliés. Donc, on a identifié quels étaient les managers qui étaient vraiment en alliance avec le projet de transformation, et on les a missionnés. En fait, ça a été nos ambassadeurs du changement. Et donc, on a vraiment travaillé comme le jeu de Go, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que petit à petit, on rallie l'ensemble des parties prenantes du changement, on les rallie au projet. Et ça aussi, ça a été un chantier assez long. Mais petit à petit, on a grossi finalement le rang des ambassadeurs du changement. Et c'est des gens qu'on a réellement missionnés. Un peu, bon, j'aime pas tellement cette métaphore, mais un peu comme des moines missionnaires ou des prêtres missionnaires chargés d'évangéliser. Je suis pas du tout dans le registre catholique, mais voilà, c'était ça l'idée, c'est qu'on avait des porteurs du changement qui aillent vraiment être les ambassadeurs. Et voilà. Et au fur et à mesure, c'est devenu une culture. En fait, on est passé d'une culture minoritaire, des gens qui croyaient au changement, à une culture dominante. Effectivement, même à l'ère du numérique, on se rend compte que on a besoin de s'appuyer sur des gens, on a besoin d'avoir des ambassadeurs qui vont se faire le relais d'une communication et qui vont finalement créer ce bouche à oreille. Donc même à l'ère du digital, ce qui fonctionne le plus en entreprise, quelle que soit la taille, c'est ce bouche à oreille, c'est cette connexion qu'il va y avoir entre les gens, ce qui se dit à la machine à café. Et c'est vrai que cette communication un petit peu pyramidale, entre guillemets, s'appuyer sur des relais, c'est clé. En fait, ce qui est fondamental, c'est dans les stratégies d'influence, c'est vraiment de travailler non pas sur du vertical, mais au contraire sur de l'horizontal. C'est-à-dire que je crois plus un collègue qui me dit un truc à la machine à café que mon chef. Et ça, c'est une tendance de fond sociologique à laquelle on ne peut pas couper, mais qu'on retrouve dans les entreprises. Donc, c'est pour ça que l'employé advocacy a autant la cote aujourd'hui. C'est que je vais plus croire à un salarié qui va me dire « cette boîte, elle est safe, tu peux y aller », que la communication corporate qui va raconter qu'on fait des trucs formidables. Donc, c'est hyper important dans les stratégies d'influence de vraiment s'appuyer sur les gens, de s'appuyer sur des stratégies plutôt horizontales et beaucoup moins verticale. Donc, tous les gens sont bienvenus pour être les ambassadeurs du changement. On s'en fout du niveau hiérarchique. Et nous, on a beaucoup travaillé avec des gens qui étaient des simples opérateurs, mais qui étaient des gens convaincus et qui ont, derrière, joué ce rôle-là d'ambassadeur auprès de leurs pairs. Très intéressant, cette stratégie. Comment est-ce que vous l'avez construite ? Est-ce que vous êtes appuyé sur des mentors ? Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez eu des inspirations, des livres que vous avez eus ? Mais c'est effectivement une approche très intéressante. Comment est-ce que vous l'avez construite ? Est-ce qu'il y a un socle au sein de l'entreprise de personnes, un sort de think tank que vous avez créé, ou est-ce que c'est vous qui l'avez initié ? Comment ça s'est passé ? Alors, mon livre de chevet, c'était justement Les pingouins sur la banquise, les fameuses 8 étapes du changement. Okay. Donc, voilà, que j'ai offert à beaucoup de monde d'ailleurs pendant cette période-là. C'était le livre de chevet de toute mon équipe. Et après, on a travaillé de façon classique avec un codir et avec un PDG qui était extrêmement moteur et qui croyait beaucoup. Alors là, pour le coup, le binôme CEO DRH, il est fondamental. Si vous travaillez pas main dans la main avec votre CEO, si vous n'avez pas une relation de confiance et que vous avancez pas de concert, il ne se passe rien. Donc là, c'est la chance qu'on a eue, c'est que voilà, ça fonctionnait très bien et on avait une relation de confiance qui nous a permis de travailler ensemble. Mais on a travaillé de façon complètement empirique. En fait, on a appris en marchant et on a fait plein d'erreurs. On a fait des bourdes, des boulettes. Un petit peu comme dans une start-up au final. Effectivement, il y a le moment où on réfléchit avant de se lancer, mais bon, il faut pas réfléchir entre guillemets trop longtemps. À un moment donné, il faut se lancer et on apprend en marchant, on pivote, on itère, on réajuste. On a passé notre temps à ajuster et à apprendre de nos erreurs. Exactement. On n'a pas fait exception à la règle. C'est passionnant. Et aujourd'hui, au sein de TAG Heuer, quels sont les grands enjeux RH ? Est-ce que vous avez des défis ? Et si oui, comment est-ce que vous les appréhendez ? Alors, on a un peu deux défis et qui sont
qui paraissent comme ça sur le papier un peu antagonistes, mais qui en réalité pour moi sont tout à fait convergent. Le premier, c'est la transformation du business model. On vient d'un modèle traditionnel de wholesale où on vend à des distributeurs multimarques à un modèle plutôt de retail, donc on ouvre nos propres boutiques. Donc c'est complètement une autre façon de faire du business et ça a un impact à nouveau, ça impacte l'organisation, ça impacte les compétences et ça impacte la culture. Donc à nous, on a un chantier, j'ai envie de dire classique de transformation du business model et en parallèle, le deuxième défi, c'est la diversité et l'inclusion. C'est faire en sorte que cette dimension-là soit vraiment préemptée par l'entreprise, qu'on en fasse un sujet en tant que tel et qu'on embarque l'ensemble de nos collaborateurs, qu'on les engage sur ces sujets-là. Je crois beaucoup aux marques engagées. Je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut pas ne pas être une marque engagée. Donc, moi, je suis une DRH engagée, je l'ai toujours été, je le revendique, je le dis haut et fort. Mais je pense qu'au-delà de ma petite personne, c'est important d'être une entreprise engagée. Parce que ça a de la valeur pour les gens en externe, mais ça a de la valeur aussi pour les gens en interne. Et moi, c'est sûr que j'ai envie d'engager cette entreprise sur des chantiers de diversité et d'inclusion. Quels sont les bénéfices, selon vous, d'avoir une entreprise effectivement engagée et d'avoir une entreprise effectivement d'avoir des collaborateurs ouverts sur ces sujets? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise in fine? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souvent ont fait 100 pendant de nombreuses années. Nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un sursaut, il y a un réveil, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, mais bon, ça date de 3-4 ans, c'est quand même tout de même extrêmement récent. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui, il y a ce sursaut, il y a cette volonté d'acculturer les collaborateurs à ces enjeux-là, et qu'est-ce que ça peut leur apporter à tout le monde, en fait? Ce qui fait qu'il y a un sursaut, c'est que la société a un niveau de conscience. Bon, il y a eu le hashtag MeToo qui a complètement changé la donne en matière d'égalité de genre et qui aujourd'hui résonne très fort et pas simplement auprès de la jeune génération, mais auprès de tout le monde. Donc il y a eu un changement radical. Le monde a changé et donc les entreprises ne peuvent pas être aveugles à ça puisque c'est les mêmes personnes qui viennent travailler. Exact. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est important d'intégrer cette nouvelle donne. Et qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, de façon très concrète, pour moi, c'est fondamental en termes de marque employeur de pouvoir communiquer sur le fait qu'on est une marque engagée. Je pense que c'est clairement une des raisons pour lesquelles on sera choisi. Et ça fera la différence, et ça c'est une de mes convictions intimes depuis le début. Dans le secteur horloger, c'est le sujet de personne. Donc moi je trouve ça bien que ça soit le sujet de ta gueule. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera la différence. Et c'est comme ça qu'on va attirer les meilleurs. Donc ça, c'est déjà pour moi, c'est pas une question d'éthique. On fait pas ça parce que c'est bien, parce que c'est moral ou pas du tout. On fait ça, c'est un impératif business. C'est-à-dire ça va nous permettre d'attirer les meilleurs talents. Et l'autre chose, c'est que ça va nous permettre aussi de fidéliser les gens. C'est-à-dire que fondamentalement, les gens ont envie de travailler dans un univers qui est respectueux, qui est inclusif, où ils peuvent être comme ils sont, où ils sont respectés pour la personne qu'ils sont, quelle que soit leur orientation de genre, de sexe, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur background social, quelle que soit leur religion, voilà. Et ou situation de handicap ou pas. Donc pour moi, c'est important aussi de proposer cet environnement inclusif pour que les gens s'inscrivent sur la durée. Parce que nous, à la fin, ce qui nous importe, c'est de travailler avec des collaborateurs qui vont avoir envie de se projeter et de continuer à se développer et grandir chez nous pendant longtemps. Donc, si on a un environnement de travail pourri, personne n'aura envie de rester. Donc, c'est complètement basique. Mais je crois aussi que c'est un atout formidable pour fidéliser les gens. Ce qui est quand même le gros sujet des DRH d'aujourd'hui. La diversité comme levier de performance, finalement. Exactement. Alors, je ne vous sors pas toutes les études qui ont été faites depuis maintenant 15-20 ans et qui montrent qu'il y a clairement une corrélation entre performance et diversité. Donc, je pense qu'effectivement, une entreprise plus diverse et plus performante, mais au-delà de la diversité, c'est aussi l'environnement inclusif. Il ne s'agit pas juste d'avoir des gens qui sont représentatifs de toutes les sensibilités, mais il faut aussi avoir un environnement qui leur permet de s'exprimer.
Et donc, oui, bien sûr, je pense qu'on est plus performant et plus créatif quand on est plus divers. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que déjà vous avez déjà mis en place des choses au sein de TAG Heuer sur ces sujets-là? Est-ce que ça passe par de la formation? Est-ce que ça passe par du recrutement, un recrutement plus inclusif? Est-ce que ça passe par des comex plus égalitaires? Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux actions que vous pourriez mettre en place? Oui, alors on a défini une stratégie. Déjà, on a défini 2 priorités parce que la diversité, c'est très large. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer par deux choses. La première, c'est la diversité de genre, parce que le secteur horloger est très male-dominated, comme disent les Anglais. Et le deuxième sujet, c'est la diversité culturelle, parce qu'on est une entreprise française, basée en Suisse, qui est très dominée par des Suisses et des Français. Donc notre enjeu, c'est aussi d'amener plus de diversité culturelle, tout simplement pour être en miroir de nos clients. Nos clients, ils nous achètent partout dans le monde, en Chine, au Japon, aux États-Unis. Voilà. Donc c'est vraiment les 2 sujets, la diversité de genre et la diversité culturelle. Alors comment est-ce qu'on l'adresse ? Il y a une première chose qui est très simple, qui est la représentativité. Notre objectif, c'est d'être à parité de genre à tous les niveaux, jusqu'au COMEX. Ok. Voilà, donc on est on the road, hein, on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Le deuxième volet, on est sur le fait d'éduquer, de sensibiliser, de former l'ensemble de nos salariés et de nos managers pour garantir un environnement de travail qui soit inclusif. Et le troisième sujet, c'est vraiment autour de la parentalité, qui est un des sujets auxquels on croit beaucoup. Donc, on travaille en ce moment sur un projet de congé parental. Alors, donc, je peux pas encore parler parce qu'il n'est pas validé, etc. Il est sujet à discussion, mais qui permettra effectivement de prévoir pour les hommes et les femmes, un congé parental, enfin pour le premier parent et le deuxième parent, un congé parental égalitaire partout dans le monde pour que finalement, alors pourquoi est-ce que c'est important que ça soit un congé égalitaire ? Parce que fondamentalement, et ça c'est mon expérience de femme dans l'entreprise, la maternité reste un sujet compliqué pour les femmes. Un certain nombre de femmes sont pénalisées pendant leur carrière dès lors qu'elles ont une première grossesse, une deuxième grossesse, une troisième grossesse. Les retards de salaire commencent à ce moment-là. Elles commencent à décrocher en termes salarial. Elles commencent à décrocher en termes de carrière, de promotion dans l'entreprise. Et pour moi, c'est important de banaliser ce congé maternité en le donnant aux hommes. Parce que je me dis que dès lors que les hommes auront les mêmes droits que les femmes, ça deviendra quelque chose de normal que de s'accorder une pause au moment où on attend un bébé. Et donc, cet enjeu-là, pour moi, il n'y a pas simplement un enjeu égalitaire, mais il y a vraiment un enjeu aussi d'améliorer les conditions de la femme et de faire en sorte que les hommes soient beaucoup plus en empathie avec les femmes qui font une pause et qui s'arrêtent pour prendre soin de leur bébé à la naissance, en vivant la même chose. Félicitations, hein. Alors, c'est pas fait. C'est un enjeu de taille, de poids, et toutes les femmes, effectivement, qui ont connu ce moment savent à quel point c'est important d'être soutenues. Et effectivement, on se rend compte que c'est là où que les écarts salariaux commencent à se creuser, en fait. Donc non, c'est. Ça a été une grande mesure phare chez l'Occitane, hein, parce que on l'avait mis en place avec Aurélie que tu connais. Ouais, bien sûr. Chez l'Occitane, ça a été un game changer, hein, clairement pour cette entreprise de mettre en place ce congé parental. Ça a beaucoup contribué à la marque employeur, ça a été, et je pense aussi à la fidélisation des collaborateurs, parce que là aussi on lit toutes les études sur le sujet,
Les hommes Le jouaient turnover le jeu chute. et prenaient souvent l'intégralité de leur congé paternité ou pas? Alors, moi, je suis partie 6 mois après l'avoir mis en place, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un membre du COMEX, qui est le CIO, qui a eu un fils et qui a pris l'intégralité de son congé paternité. Donc, au plus haut niveau, et ça, je trouvais Incroyable. ça chouette. Ça, c'est très chouette. Il a été un peu rôle modèle, hein. C'est-à-dire, si au Bien niveau sûr. du COMEX, les Ah gens bah oui. s'autorisent à faire ça, je pense qu'en dessous, les gens étaient un peu détendus, hein. Et c'était un congé de paternité de 4 mois, du coup, ou Ouais, c'est c'était 16 ça? semaines. OK. Mmh. Ouais, félicitations, hein. C'est effectivement avec des changements comme ça que voilà, on pose des graines et qu'il y a des grandes transformations qui peuvent s'opérer. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'au-delà de la diversité et de l'inclusion, c'est qu'on ne fasse pas qu'afficher des beaux discours, Mmh. mais qu'on ait des actes Mmh. concrets Mmh. qui montrent que notre engagement, il n'est pas juste du blabla, quoi. Complètement. Félicitations, Armelle, c'est impressionnant. Vous avez un parcours très riche et vous êtes une femme, on le sent, concrète, d'action. Comment est-ce que vous faites pour, plutôt dans votre vie personnelle, pour arriver à trouver cette énergie, cette connexion? On vous sent très connectée aussi à l'humain. Comment est-ce que vous ressourcez le week-end, les soirées? Est-ce que vous avez des petites astuces à nous donner pour quand on est comme vous dans des métiers très, très prenants pour réussir à se ressourcer? Alors moi, j'ai 2 secrets. Le premier, c'est la marche. Je suis OK. une grande randonneuse et je fais en ce moment le pèlerinage de Saint-Jacques de Ah Compostelle avec génial! ma sœur. Donc, on le Génial. fait par petits bouts. Donc ça, c'est devenu le running gag dans l'entreprise. Parce que dans D'accord. mon message d'absence, je mets toujours: «Je suis sur les chemins du pèlerinage de Saint-Jacques». Alors, je sais pas, genre, qu'est-ce J'adore. mais, mais elle est tout le temps en pèlerinage, cette DRH. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, ça c'est mon premier truc, parce que la marche, ça me met vraiment dans un état un peu contemplatif qui me permet complètement de déconnecter. Et mon deuxième secret, c'est le théâtre, que je pratique depuis que j'ai 15 ans. Et je fais partie d'une troupe de théâtre amateur. Et là, pareil, Génial. c'est une déconnexion complète et profonde. Génial. Quand je suis sur le plateau, alors le monde de l'entreprise est très, 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 très loin, en fait. Donc, le fait de se mettre dans la peau d'un personnage et d'interpréter un personnage, pareil, ça me permet de complètement me déconnecter de ma réalité professionnelle. Donc voilà, c'est ça mes 2 trucs. Ah, Je sais pas si c'est énorme. transposable, mais Si, c'est et énorme. il y a évidemment passer du temps avec les gens que j'aime, mais ça Ouais. c'est plus classique. Est-ce que vous avez une morning routine? Il y a beaucoup de livres qui sont sortis là-dessus, sur voilà, le matin, faut se lever tôt, faire son yoga, manger plutôt un petit déjeuner salé ou autre, ou non, vous, le matin, vous êtes focus directement? J'adorerais vous raconter des histoires de dingue. Ouais. Je me lève à 5 heures, je fais le tour du lac en courant. Non, mais je suis une grosse marmotte. Pas du tout du matin. Je me lève péniblement à 7 heures. On est pareil. Et après, je saute dans ma voiture et je vais travailler. Donc non, je suis très mauvaise là-dessus. J'ai essayé de faire du yoga le matin, mais j'ai du mal. Ouais, je suis pareil, hein. Généralement, j'ai plus ce temps pour le soir, quand la journée est passée. Et, Ouais. c'est. Mais je suis très impressionnée par les gens qui arrivent à faire ça. Ça me fascine. Oui, moi aussi. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins du matin, et donc voilà, donc on n'en fait pas partie. Non, on n'est pas dans cette team-là. Très chouette. Est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez nous recommander sur justement sur ce volet un petit peu de comment concilier vie pro, vie perso? Est-ce que ou pas particulièrement, ou est-ce que vous avez un podcast, un livre, ou autre à nous recommander pour les gens qui nous écoutent et qui se posent des questions sur comment concilier vie pro, vie perso? J'ai un petit peu sèche là. Ça me vient pas comme ça. Vous avez trouvé vos réponses par vous-même finalement. Ouais, à nouveau en testant des trucs, hein. Faut tester finalement. Ouais, moi je Faut crois se beaucoup à lancer. l'expérimentation. Ouais. Et voilà, et j'ai expérimenté des choses qui me convenaient pas, et j'ai finalement trouvé mes trucs à moi. Mais non, j'ai pas de. Là aussi, j'aurais adoré vous sortir un truc comme ça du chapeau. Non, mais si, c'est Mais- l'expérience, mais c'est pas le du fait tout. de tenter à nouveau
comme tout entrepreneur, c'est voilà, se lancer, ne pas se poser trop de questions, essayer, et puis en essayant, on finit par trouver des choses qui nous conviennent au final. Ouais, alors moi c'est vrai que c'est comme vous l'avez dit, je suis une femme d'action, donc je fais des trucs et puis après je me dis ça me convient pas, je jette à la poubelle, mais voilà, c'est plutôt ma méthode. Génial. Merci Armelle pour ce témoignage. C'était très intéressant. Et je te souhaite un bon retour en Suisse et à très bientôt. À bientôt.